Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette édition de la mi-journée. Nous commencerons ce journal avec cette déclaration de l'évêque d'Orléans qui suscite encore une fois la polémique. Il estime en effet que le préservatif ne serait pas efficace pour empêcher la transmission du virus du sida, des propos qui choquent la communauté scientifique. C'est la fin de la campagne hivernale des Restos du Cœur et cette année, conséquence directe de la crise, la fréquentation a augmenté. De plus en plus de personnes ont fait appel à l'association pour manger. Nous nous intéresserons ensuite à cette étude alarmante qui concerne directement nos enfants. L'air des crèches ne serait pas vraiment sain, un véritable nid à pollution qui a des conséquences sur la santé des plus jeunes. Une idée de balade à la veille du week-end et pourquoi pas une randonnée. L'activité fait de plus en plus d'adeptes. Le choix est vaste puisqu'en France, on ne compte pas moins de 180 000 km de sentiers. Mi-moto, le scooter a de beaux jours devant lui. Une idée de balade maintenant à la veille du week-end et pourquoi pas une randonnée. La France compte aujourd'hui environ 15 millions d'adeptes et il y en a pour tous les goûts, pas moins de 180 000 km de sentiers, d'où une profusion de guides. Alors comment sont-ils conçus? Réponse avec François-Julien Piednoir et Vivien Roussel. Pour ne pas perdre le nord sur les 180 000 km de sentiers en France, les guides de randonnée poussent comme des champignons. Ils représentent 10% des ventes de livres en France. Pour les élaborer, étrangement, ça ne commence pas dans la nature, mais derrière un écran d'ordinateur. Première étape, trouver un potentiel itinéraire sur une carte IGN en évitant les terrains privés. Deuxième étape, le repérage. Ces deux rédacteurs de guides sont bénévoles. Ils connaissent la région comme leur poche et notent tout sur leur passage. Là voilà. Ça c'est vraiment, c'est comme si vous étiez au cinéma là, avec un hyper écran. Là, vous avez de gauche à droite, vous avez un certain nombre de sucs, de sommets, de villages. Parfois, ils se mettent à parler tout seuls. À gauche de l'habitation. À l'aide d'un magnétophone, ils enregistrent les moindres indications qu'on retrouvera ensuite dans le guide. La voie de gauche, c'est ça, oui. Tourner à droite. Seule contrainte pour eux, privilégier les chemins, éviter les routes. Parce qu'on a cette fameuse obligation de ne pas faire plus de 30% de goudron sur un itinéraire. Et une fois l'itinéraire repéré, le guide et le sentier prennent vie au moment du balisage. S'il n'y a pas de topo guide, il n'y a pas de randonneur sur le sentier, quoi. Je pense que non. À part les gens du pays, personne ne pourrait venir, hein, parce qu'ils partiraient à l'aventure sans savoir où ils vont. Pour attirer le randonneur, un bon guide, c'est aussi de belles photos. En plus, la lumière est bonne. Et comme le randonneur est exigeant selon eux, il faut lui fournir des explications sur la faune, la flore et l'histoire. Une façon aussi pour eux de laisser une trace. Je me pose la question de savoir ce que dans 500 ans, on dira quand on lira les descriptifs qu'on faisait dans la campagne, en se disant, voilà, le chemin s'engage dans un petit bois bordé de noisetiers, etc. Est-ce que dans 5 siècles, ça ne sera pas, pour un historien, l'occasion de se pencher sur une période révolue? Du premier pas sur le sentier à la sortie en librairie, il faut 2 ans de travail pour élaborer un guide. Un accessoire indispensable pour trouver son chemin et surtout donner une plus-value instructive et plaisante à la randonnée.